le off, il est précisément à l'intersection de cet effet de ciseau entre une explosion de l'offre de production, ce qui est plutôt un bon signe d'une vitalité démocratique offerte à la création artistique vivante et contemporaine, et en même temps un vraie problématique de diffusion qui, depuis 2008, avec la crise des subprimes, a flingué les moyens précisément du cercle de programmateurs qui jusqu'alors venait faire son marché à Avignon. Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole à l'œuvre, co-directeur des théâtres avignonnais L'Atypique, L'Archipel et Le Rouge-Gorge. Il vient d'être élu en avril dernier coprésident d'Avignon Festival et Compagnie, association qui coordonne le Off d'Avignon. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Harold David. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, on ne peut pas ne pas aborder la grande affaire qui s'est passée cette année. Il y a eu l'Assemblée Générale d'Avignon Festival et Compagnie en novembre dernier, qui s'est terminée dans un fiasco pas possible, avec des membres qui apparaissaient, d'autres qui n'étaient pas présents, enfin qui n'étaient même pas autorisés à voter, ce qui a amené l'invalidation de 2 membres du conseil d'administration, qui sont le président Sébastien Benedetto et la trésorière Alexia Vidal. Ça a réentraîné une autre élection en avril et à l'issue de quoi vous avez été élu coprésident avec Laurent Domingo, qui représentera donc les compagnies et vous plutôt les théâtres. C'est une nouveauté, cette coprésidence. Alors, j'aimerais juste qu'on revienne sur cette affaire. Comment on en arrive à cette instance a été créée par André Benedetto pour favoriser l'union, et on a l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est complètement détruit à ce moment-là. On a senti d'ailleurs pas mal d'opposition avant même la naissance des Sentinelles du côté des compagnies, la naissance de la Fédération des théâtres indépendants d'Avignon, dont vous étiez un des cofondateurs et président au départ. Donc il y avait des montées en puissance de colère. Comment vous expliquez tout ce contexte, en fait ? La colère, elle naît quand il n'y a pas d'écoute, quand il y a une incompréhension qui se traduit par l'absence d'une écoute, en méfiance, puis ensuite en défiance, forcément à un moment donné on arrive à une situation de crise qui fait qu'il y a des points de non-retour en fait qui sont atteints. Et je crois que c'est ce qui s'est passé malheureusement au sein de cette association où la crise aurait dû être le moment pour fédérer l'ensemble des acteurs du off, dont on sait que effectivement, je vais rien vous apprendre, il y a des enjeux qui sont de mon point de vue pas forcément divergents, mais qui sont à des endroits différents et qui donc il est nécessaire pour arriver à faire fonctionner ça de manière un peu plus harmonieuse, de travailler sur ce qui est le dénominateur commun en fait entre ces différents acteurs. Et ça, c'est précisément ce qui n'a pas été fait pendant toute la période de la crise. Au contraire, il y a eu une exacerbation en fait des clivages qui est. Quand vous dites la crise sanitaire. La crise sanitaire, oui, j'entends. La crise sanitaire qui aurait pu vraiment être un moment où on avait tous besoin, compagnie théâtre, on était tous frappés par les mêmes problématiques et les mêmes incertitudes sur la poursuite de notre activité, de nos métiers. Nos outils de travail étaient en danger. Donc il y avait vraiment, au-delà de toutes les considérations qu'on peut avoir sur subventionner, pas subventionner, je fais du divertissement, je fais du théâtre de création, enfin, etc. On était tous là reliés par cette situation de crise profonde qui affectait nos métiers. Et ça aurait dû être un moment où on aurait pu et dû, de mon point de vue, et je pense que Laurent Domingos, mon coprésident, ne dirait pas autrement, être reliés les uns aux autres, concertés sur la manière d'aborder effectivement cette crise inédite qui projetait tout le monde dans un inconnu. Ça n'a pas été fait et je le regrette profondément et c'est comme ça qu'effectivement la situation s'est cristallisée et crispée jusqu'à en arriver aux extrémités que vous avez décrites. Le principe de la FSC, c'est d'être une association qui coordonne. C'est pas le propriétaire du off. Le off est on l'a souvent qualifié de joyeux bordel. C'est en tout cas un agglomérat de scènes et de compagnies qui se retrouvent à un instant T dans une ville donnée, Avignon. AFSC coordonne. La mission de coordination, elle est démocratique. Ce sont des personnalités élues
Comment se fait-il qu'à ce moment-là, il y a quelque chose qui coince? Est-ce que c'est une remise en cause d'un fonctionnement démocratique? Est-ce que c'est une remise en cause d'un modèle de gouvernance, on va dire. C'est-à-dire que, comme beaucoup d'associations de droit privé, AFSC est structurée avec une logique pyramidale, avec un président, un bureau, des administrateurs et derrière une équipe salariée qui est censée mettre en œuvre le projet porté par les administrateurs qui ont été élus par les adhérents. Donc on est dans une structure assez classique de ce point de vue-là, et avec 2 collèges paritaires qui sont d'un côté les compagnies et d'un côté les théâtres. Le problème qui se pose dans AFSC, c'est que on peut pas considérer que on est à la tête du festival quand on est au conseil d'administration. AFSC n'existe que par ce que vous avez décrit, c'est-à-dire la coopération entre théâtres et compagnies, qui veulent bien, d'un commun accord et de manière assez tacite maintenant, confier le fruit de leur travail, qui sont le fait pour les uns d'avoir des outils de travail pour accueillir des productions qui viennent jouer chez eux, et de l'autre côté des compagnies qui se donnent les moyens de venir jouer effectivement dans les lieux d'Avignon, et qu'une fois que tout ce travail-là est fait, alors AFSC intervient. Et plus que d'ailleurs coordinateur, on défend avec Laurent l'idée d'être des accompagnateurs, des acteurs du Festival Off que sont les théâtres et les compagnies. Au final, ce que vous semblez, moi ce que j'entends dans le sous-texte, alors vous le dites pas, donc vous avez le droit de pas être d'accord avec ce que je veux dire, mais ce que je comprends, c'est qu'AFSC a présumé de ses droits, en fait. Oui, on peut le dire. Enfin, en tout cas, présumé de ses droits, c'est-à-dire à imaginer qu'on pouvait penser pour tout le monde, sans s'appuyer sur une concertation réelle. Et mais à quel endroit ça s'est joué? Ça s'est joué pour les théâtres sur un endroit très précis, et ça a été le point de départ de l'incompréhension qui ensuite est devenue méfiance, défiance et opposition, etc. Ça s'est joué sur le fonds d'urgence pour le Off d'Avignon qui a été mis en place en 2020, en fait, qui a été donc le fonds d'urgence qui est lié vraiment à la crise sanitaire. Oui, qui est lié à la crise sanitaire, où il y a eu un dispositif donc de soutien a priori au théâtre qui a fait l'objet d'une incompréhension de beaucoup de lieux, puisque d'une part il y en a un certain nombre qui ont été exclus sur des critères qui étaient incompréhensibles par les personnes justement exclues, et qu'ensuite derrière on avait une absence d'explication et d'accompagnement à la compréhension de pourquoi on était dans cette situation-là. C'est-à-dire qu'en amont, le ministère de la Culture a choisi AFSC, a missionné AFSC pour ce fonds. Alors je ne sais pas dans quel sens les choses se sont faites. Ou AFSC a postulé pour avoir... Voilà, c'est positionné. Mais en tout cas, ce fonds a été abondé par le ministère de la Culture ce fonds a été pour les théâtres. Par le ministère de la Culture pour les théâtres. Mais du coup, avec une aberration finale, c'est-à-dire qu'il y avait 800 000 € qui avaient été débloqués pour venir en aide à tous les théâtres qui en avaient grand besoin. Ça veut dire combien de théâtres à peu près à Avignon, il y a 138, enfin en 2020, pardon, il y avait 138 théâtres, ce qui fait un peu plus de 220 salles, puisque des théâtres peuvent avoir plusieurs salles. On va parler en théâtre. En théâtre, donc 138 enseignants. Et combien ont touché? Et donc, il y en a moins de 50, 48 si je ne m'abuse. Ce qui veut dire que, justement, c'est tout le... Mais maintenant que vous êtes coprésident, vous pouvez avoir accès au secret. Qu'avez-vous découvert? Découvert rien, on n'a rien découvert. C'est juste qu'il semblerait que il y a eu un positionnement vis-à-vis de la puissance publique qui a été... Ça, c'est la lecture que moi j'en ai. Peut-être que Pierre Beffet, en l'occurrence, puisque c'est lui qui était président à l'époque et qui s'est occupé de ça, aurait une autre vision. Et j'ai jamais eu l'occasion d'en parler avec lui. Donc, du coup, je peux pas m'appuyer sur ce qu'il en penserait, ou ce qu'il m'en aurait témoigné. Mais c'est que nous, on a eu le sentiment, en tout cas, je sais pas si c'était l'objectif, en tout cas, on a eu le sentiment qu'il y avait une instrumentalisation de la crise sanitaire et de cet outil pour faire le ménage à l'intérieur du Off et commencer à mettre en œuvre vraiment une logique de sélection à l'intérieur de lieux pour désigner les lieux dits vertueux, puisque c'était le lexique moral qui était usé et mis en application à l'époque, et d'autres qui ne le seraient pas. Et cette manière de faire, c'est-à-dire d'utiliser une situation grave où il y a quand même des emplois, des outils de travail qui sont en jeu pour finalement mettre en œuvre un projet politique à l'intérieur du Off, ça c'est très très mal passé, et ça a été vraiment le premier point de rupture fondamental, en tout cas déjà entre les lieux et enfin une partie des lieux d'Avignon et la gouvernance d'AFSC à l'époque. Et c'est vrai que l'élection de Sébastien Benedetto, qui était pleine d'espoir pour justement... en plus, en tant que fils du fondateur de l'association. Se dire, on va passer à autre chose, et en fait, non. Mais d'ailleurs, il l'a assumé très bien, Sébastien, parce que dès qu'il a été élu, il a dit qu'il avait... C'est Pierre Beffet
fait qu'il l'avait sollicité pour pouvoir être élu, pour se présenter à la présidence, et qu'il s'inscrivait complètement dans la continuité de son travail. Donc forcément, la crise... Ce qui coinçait déjà... c'est aggravé aussi au fur et à mesure du temps, puisque le dialogue ne s'est pas amélioré, bien au contraire. Et moi, c'est vrai que j'étais déjà élu au conseil d'administration, parce que j'étais élu en décembre 2020, et que donc du coup, j'ai pu voir aussi la chose fonctionner à l'intérieur même de l'association, jusqu'à créer le contexte complètement invraisemblable dans lequel on s'est retrouvé pour l'Assemblée générale que vous évoquiez tout à l'heure, où j'ai vu se faire devant moi l'exclusion d'un certain nombre de membres de manière totalement assumée. Et je vais moi-même alerter les personnes en responsabilité à l'époque en leur disant faites attention, parce que si vous faites ça, ça ne va pas passer. Il va y avoir, ça va engendrer des réactions. Et ça n'a pas manqué, puisqu'il a fallu aller jusqu'au tribunal pour pouvoir faire respecter les principes démocratiques d'une élection collégiale. C'est ça. En février, donc l'élection est invalidée. Une coprésidence est mise en place. Comment c'est venu cette idée de coprésidence? Pourquoi? Qu'est-ce que vous en attendez, vous, après aussi personnellement? Comment c'est venu, c'est que vraiment toute cette crise de gouvernance qui a succédé à la crise sanitaire, ou qui l'a accompagnée en tout cas, a mis en évidence le fait que ce modèle pyramidal était plus tenable. C'est-à-dire que on constatait qu'il y avait soit c'était quelqu'un qui était issu des compagnies, soit des théâtres qui se retrouvaient en responsabilité. Donc du coup, ça orientait nécessairement les choses et ça créait des points de tension parce que forcément, chacun tirait un peu la couverture du côté de sa corporation. Et on s'est dit à plusieurs au départ, il faut empêcher que ça puisse se reproduire. Et donc pour ça, il faut qu'on soit dans un partage justement de l'exercice du pouvoir symbolique. Il faut quand même être relativisé. Vous n'êtes que coordinateur. Oui, voilà. On est juste, on n'est surtout pas d'ailleurs, parce que souvent ils étaient d'ailleurs présentés comme ça. Nos prédécesseurs, on avait les titres dès qu'il y avait quelqu'un qui était élu, c'était les présidents du off, mais surtout les patrons du off. Et moi, j'arrête pas de dire ça, mais on est les patrons de rien du tout. Les vrais patrons qu'il y a dans le festival, ce sont les directeurs de lieux ou les directrices et les directeurs et directrices de compagnie. Eux, ils sont patrons effectivement de leur entreprise ou indirectement, et eux, ils ont effectivement une fonction de pouvoir effectivement sur ça. Ce qui est intéressant dans votre élection, de mon point de vue extérieur, c'est que ce sont précisément deux membres d'associations qui se sont créées en réaction à FSC, à l'action d'AFSC en tout cas à l'époque, c'est-à-dire les Sentinelles avec Laurent Domingos qui en était le président jusqu'à son élection, et vous-même qui étiez à la tête de la Fédération des théâtres indépendants d'Avignon, donc très critique. Vous vous retrouvez maintenant au cœur de l'action, avec une parole qui, de fait, vous avez démissionné tous les deux de vos associations respectives, parce qu'il est difficile d'avoir une attitude critique et en même temps de participer à l'action. Alors, qu'est-ce que vous avez choisi notamment de mettre au cœur de votre projet de la démocratie participative? Alors, en gros, quel est votre axe maintenant de travail? C'est de considérer que tout ce qui touche au cœur de métier des deux acteurs principaux que sont les compagnies et les théâtres doit se faire en concertation avec eux. C'est-à-dire qu'il faut demander l'avis des gens avant de mettre en place des modes de fonctionnement qui impactent directement leurs outils de travail et leur modèle économique dans certains cas. Voilà, ça doit se faire en concertation. Sinon, ça ne peut que susciter des réactions négatives. Et c'est basique de dire ça, mais être dans une logique de coordination ou d'accompagnement d'un événement tel que le Festival Off, ça demande d'être dans la recherche du consensus permanent, de voir comment est-ce que on va arriver à faire en sorte, encore une fois, de dégager ces dénominateurs communs qui permettent d'arriver à un consensus qui fasse que les choses avancent, parce que sinon, à chaque fois qu'on essaie de mettre un truc en place, un dispositif ou quoi, pour faire évoluer effectivement ce off qui a bien besoin d'évoluer sur beaucoup de sujets et de thématiques, c'est pas possible. On se retrouve forcément avec des levées de boucliers. Donc c'est ça la démocratie participative, c'est vraiment d'ouvrir la discussion, l'échange et de faire en sorte que les solutions qui sont mises en place émanent de cette concertation, même si elles sont pas
parfaite du premier coup. Et que ce qui est important, c'est que ça avance. Et que... Je l'entends bien, mais si on parle concrètement, moi depuis que je suis dans observateur, journaliste, couvrant le Off d'Avignon, enfin le INE et le Off, mais j'ai pu observer quand même beaucoup d'évolutions sous la présidence de Pierre Béfette, des choses qui sont quand même assez positives. Je pense au fonds de professionnalisation, qui est un peu emblématique, qui a quand même permis de soutenir beaucoup de compagnies. Alors on parle des compagnies, c'est sûr, mais j'imagine que les théâtres. Relativiser quand même. Comment ? Beaucoup, faut relativiser. Un certain nombre, en tout cas, de compagnies qui présentaient des créations avec qui appliquaient les conventions collectives. Enfin, en tout cas, qui a permis mais c'est mieux que rien. Oui. Donc, il y a quand même un certain nombre de choses qu'a mis en place. Ils ont beaucoup travaillé sur l'éco-conception du festival. Ils ont travaillé dans le lien avec je me souviens d'avoir participé à une journée avec les commerçants pour renouer. Donc, il y a des choses quand même qui ont été faites par l'équipe précédente. Je ne dis pas que vous le niez. Mais alors, vous situez où dans ce est-ce que vous dites non, mais c'est AFSC finalement s'arroge le droit de choses qui ne lui appartenaient pas, ou est-ce que vous dites si, il y a quand même quelque chose là dans lequel on peut s'inscrire et on voudrait inscrire notre propre dynamique? Bien sûr, mais sur tous les sujets que vous venez d'évoquer, bien sûr que AFSC a un rôle à jouer. Encore une fois, c'est plus une question de méthode que de fond qui nous a divisés. C'est la question de la démocratie. Oui, voilà, tout à fait. De la manière d'amener effectivement ces problématiques et de les traduire en dispositifs opérationnels. Parce que on peut tenir des grands discours sur tous ces sujets. Le rôle de la FSC, c'est de mettre ça en musique pour que concrètement ça s'incarne dans le quotidien des acteurs du Off avant, pendant et après le festival. Donc c'est plus à cet endroit-là qu'on se situe. Après sur les sujets que vous évoquez, sur le fonds de professionnalisation, il y aurait beaucoup à dire. Voilà, mais dans une logique de manière constructive, c'est-à-dire d'interroger la place de la FSC par rapport à un dispositif tel que ce fonds de professionnalisation et tel qu'il est mis en œuvre aujourd'hui. Voilà, c'est un sujet dont on va s'emparer parce que il y a beaucoup à dire. Encore une fois, comme quoi, parce que c'est remis à une commission assez indépendante qui rassemble les organismes de perception de droit, qui rassemble différents partenaires. C'est pas AFSC qui contrôlait. Complètement, c'est pas là-dessus que la réflexion se pose. Pour nous, elle est plus sur la notion même de fonds de professionnalisation porté par une structure comme AFSC. C'est-à-dire que de notre point de vue, un fonds de professionnalisation, il y en a un qui existe et qui a d'autres moyens largement plus supérieurs que ceux d'AFSC qui sont quand même dérisoires au regard des besoins. Parce que vous évoquiez, là, je peux donner des chiffres pour cette année, on a des demandes à hauteur de plus de 700 000 euros si on devait répondre positivement à tous les dossiers éligibles qui ont été transmis au fonds de professionnalisation cette année. Et particulièrement cette année, le fonds est impacté par les conséquences de la crise et un certain nombre d'autres problématiques qui font que on n'est même pas sûr d'avoir 170 000 euros à distribuer. Autant vous dire que c'est une goutte d'eau dans l'océan des besoins à l'égard de ce fonds de professionnalisation et donc des compagnies. Et donc pourquoi je disais il y a un fonds qui existe, il s'appelle le fonds PEPS. C'est un fonds de professionnalisation d'État qui a vocation à être financé par l'État, alors que le fonds de professionnalisation aujourd'hui, c'est devenu une espèce de fourre-tout où on veut essayer de faire plaisir à tout le monde sans acter véritablement d'orientation stratégique et politique sur ce qu'on aide et pourquoi on l'aide et de quel endroit on l'aide en étant à FSC, où il faut, je vous dis, vraiment, c'est les réflexions qui ont parcouru les discussions qu'on a commencé à avoir sur le sujet, où il faut à la fois aider les plus faibles, aider ceux qui mettent beaucoup de comédiens sur le plateau, aider la création contemporaine avec des auteurs vivants, aider ceux qui prennent des risques parce que ils vont mettre une distribution paritaire ou représentative de la diversité. On se retrouve avec une somme de critères qui sont tous intéressants en soi, mais qui font qu'au final, on aide, quand on regarde la typologie des compagnies qui sont aidées, et c'est pas du tout pour les stigmatiser, mais qui sont principalement des compagnies qui, de toute façon, auraient fait le off dans des conditions professionnelles, c'est-à-dire en payant effectivement leurs artistes et leurs plateaux techniques et autres, selon les conventions collectives en rigueur, et que donc AFSC n'intervient qu'en complément de budget. En plus, le calendrier dans lequel est fait ce fonds de professionnalisation fait que on a des commissions qui se réunissent en juin. Donc, de toute façon, à ce moment-là, au moment où les compagnies vont avoir une réponse, celles qui ont décidé de faire le festival, elles vont le faire avec ou sans l'aide, le soutien du fonds de professionnalisation. Donc on n'a même pas la fonction de levier pour déclencher le désir d'Avignon chez les compagnies. Donc c'est quelque chose qui est condamné ?
C'est pas condamné sur le fait de comment est-ce que la mutualisation des moyens entre théâtre et compagnie, puisque quand même il y a un peu de subventions publiques ou issues des organismes professionnels qui interviennent dans le financement du fonds de professionnalisation et du mécénat privé, pas cette année, mais normalement c'était prévu qu'il y en ait. Et donc mais le plus gros du financement, il provient du fruit même du travail des théâtres et des compagnies, puisque c'est ticket off, donc la billetterie centralisée entre guillemets, enfin la billetterie de revente centralisée, parce que c'est pas une billetterie, on fait de la revente, de la rétrocession de billetterie. Qui est payé par le public et qui donc permet d'abonder ce fonds. Donc c'est vraiment de se poser la question de savoir comment est-ce qu'en mutualisant le travail de tous, eh bien on peut arriver à un système qui soit dans une logique de redistribution, qui forcément ne va pas être pour tous, c'est le principe de la mutualité, la mutualisation et de la solidarité, mais qui va être vraiment axé sur des endroits où on pense que c'est effectivement le rôle d'AFSC de travailler. Et je suis pas certain que le soutien à l'emploi artistique relève des compétences d'AFSC. Voilà, c'est plus à cet endroit-là, et que ça ne veut pas dire qu'il n'est pas nécessaire et indispensable, c'est pas tout ça que je suis en train de dire, mais c'est que est-ce que c'est le rôle d'une association de droit privé d'intervenir à cet endroit-là? Et nous, notre question, elle est vraiment sur cette problématique-là. Des associations de droit privé qui interviennent sur des missions de service public, les sociétés de perception des droits, par exemple. Tout à fait, mais elles, à la différence d'AFSC, elles ont un cahier des charges que AFSC n'a absolument pas aujourd'hui. Et donc, si vous m'interrogez sur notre projet, à Laurent et moi, pour la suite de notre mandat, eh bien, ça en fait partie. Il est là le problème aujourd'hui. Donc, ce serait de structurer juridiquement avec un cahier des charges. Bien sûr, l'histoire du HOF et de la FSC, c'est quoi? C'est que il y a eu dans une époque de contre-culture, des gens, dont André Benedetto, que je n'ai pas eu le plaisir de connaître, se sont élevés contre une culture institutionnelle incarnée par Villars, si bien vu mes livres d'histoire sur le HOF. Et que donc tout ça s'est fait dans une logique d'indépendance et de refus d'une institutionnalisation. Les années 70 sont passées, les années 80 et 90 sont arrivés avec les nouvelles politiques culturelles lancées par la gauche quand Lang était ministre de la Culture, avec une explosion des moyens de production accordés aux créateurs, etc., ce qui est formidable. Et derrière, un HOF qui petit à petit s'est transformé en marché du spectacle vivant. On peut trouver que c'est dommage, trouver que c'est... Non, mais le HOF, c'est un marché. Voilà, mais c'est une réalité. C'est un festival, certes, mais c'est un marché. Mais c'est d'abord, c'est plus, de mon point de vue, un événement culturel qu'un festival, dans la définition d'un festival tel qu'elle peut s'appliquer. Avec une programmation artistique, oui, ça j'entends. Mais cette différence-là, elle est fondamentale, parce qu'elle crée le fait qu'il faut inventer une gouvernance qui soit adaptée à cette réalité-là. Et donc, cette évolution qui a fait du HOF ce marché du spectacle vivant, et que c'est quand même la raison majeure et principale pour laquelle les compagnies sont prêtes à se plier en quatre et se saigner aux quatre veines, se ruiner, pour aller jouer, c'est précisément parce que c'est lié à une problématique de diffusion. Et j'ai lu il y a quelques temps, le rapport de la Cour des comptes. Le rapport de la Cour des comptes du 29 mai dernier, du 29 mai dernier, qui est éloquent. Et moi, quand j'étais coprésident de la FTIA, je ne cessais de dire, mais il faut arrêter de stigmatiser le HOF comme comment dirais-je, le lieu de la dérégulation, etc. Non, c'est la conséquence de choix politiques. Oui, pour le coup, parce que, en l'occurrence, le rapport de la Cour des comptes parle du subventionné. Là, pour le coup, on est sur la sphère du public. Et effectivement, il disait que un spectacle qui est en CDN vivait 3,7 fois. C'est-à-dire on crée et on joue 3 à 4 fois par création, et pour les scènes nationales, c'était 2,4, je crois. Tout à fait. C'est des chiffres assez terribles. Oui, mais qui ne sont pas nouveaux. Non, qui ne sont pas nouveaux, puisque la Cour des comptes fait référence au rapport Latarjet qui date de 2004. De 2004, c'est tout le problème en France, où on connaît les problèmes, mais on s'y attelle avec beaucoup de délais derrière. Et donc, le HOF, il est précisément à l'intersection de cet effet de ciseau entre une explosion de l'offre de production, ce qui est plutôt un bon signe d'une vitalité démocratique offerte à la création artistique vivante et contemporaine, et en même temps une vraie problématique de diffusion qui, depuis 2008, avec la crise des subprimes, a flingué les moyens précisément du cercle de programmateurs qui jusqu'alors venait faire son marché à Avignon. J'aurais une dernière question.
J'aurais une dernière question sur un chantier qui concerne les théâtres. Pour le coup, les théâtres qui se réforment eux-mêmes, peut-être, enfin, d'un point de vue, en tout cas, du représentant du Collège des théâtres. C'est la question des théâtres vertueux dont vous avez un peu gommé en disant c'est de la morale. Je peux l'entendre. Cependant, on a aussi le phénomène que j'ai pu constater bien des fois à Avignon de théâtres qui ne sont pas en ordre de marche et qui font payer les créneaux absolument effarants par rapport à l'ordre de marche. On peut imaginer que les créneaux sont effarants, mais que tout le monde l'accepte si tout est bien respecté. Mais il y a des théâtres qui sont clairement pas, alors si c'est pas vertueux, qui sont clairement pas corrects dans leur façon de procéder. Est-ce qu'il y a eu notamment les états généraux du HOF auxquels vous avez participé quand vous étiez à la FTIA, donc c'était une autre organisation, c'est une organisation d'organisation qui était aussi un peu en confrontation avec AFSC. Dans ces états généraux du HOF, il a été beaucoup question d'une charte des théâtres. Alors si vous refusez le terme vertueux, est-ce que vous soutenez une initiative comme celle-là ou elle vous semble pas adaptée ? Non seulement je la soutiens, mais en plus on y a travaillé. Déjà à la FTIA, ensuite dans le cadre des commissions EGOF qui étaient consacrées à ces questions-là. Et là, on est en train de faire en sorte que, au lieu que chacun travaille dans son coin, il y ait une vraie, mutualisation justement de ces énergies pour travailler sur ces questions-là en essayant d'y associer la puissance publique. Donc, bien sûr que... Donc, vous niez pas ce problème-là. Mais je nie pas le problème, je nie la formulation du problème. C'est-à-dire que désigner des théâtres qui ne seraient pas vertueux parce qu'ils n'offriraient pas un service professionnel en adéquation avec les coûts qu'ils font payer aux compagnies par rapport à ces services qu'ils sont censés offrir. Il y a deux manières d'aborder le problème. Soit on les stigmatise et on dit on n'en veut pas, voilà. Soit on se dit que peut-être c'est pas forcément que des voyous et que des bandits et que peut-être ils ont besoin d'un accompagnement pour pouvoir monter en qualité et que justement une organisation comme AFSC peut être là pour les aider à progresser et avoir conscience qu'il y a un standard minimum d'accueil qui est nécessaire. Ça me semble nettement plus intéressant d'aborder le problème sous cet angle-là. Et là-dessus, on a une table ronde qui va être mise en place justement pendant le festival le 22 juillet, là, donc dans le cadre d'une journée qu'on va consacrer l'éco-responsabilité au sein du festival, qui porte sur la question plus d'ailleurs d'une charte que d'une pratique de label pour les acteurs du HOF, parce que on parle évidemment toujours des théâtres, mais on ne parle pas toujours des compagnies qui peuvent aussi avoir des comportements non professionnels. J'interrogerai bientôt en inadéquation avec pour les compagnies. voilà, c'est-à-dire que et ensuite là, ce qui évidemment en tant que représentant des théâtres m'a toujours gêné, c'est-à-dire qu'on stigmatise des cas qui restent l'exception comme étant la généralité, et ça devient les théâtres sont ceci ou sont cela, alors que quand même quand on regarde la réalité du HOF, il y a, comme je disais, 138 enseignes, plus de 200 salles, c'est-à-dire 1300 compagnies qui signent avec des théâtres. Si vraiment on était dans un tel décalage entre la qualité de la prestation et effectivement et donc de service et l'attente du client entre guillemets que représentent les compagnies, ça fait longtemps que ça marcherait plus le système. C'est-à-dire que la coopération entre théâtre et compagnie, elle existe dans les faits, et que cliver à cause de quelques personnes qui ont encore une fois, je pense, plus besoin d'être aidées que d'être enfoncées, ça ne fait pas progresser ni les uns ni les autres. Et c'est à ça que justement notre coprésidence théâtre-compagnie avec Laurent Domingos, elle peut aussi faire sens. C'est-à-dire que, encore une fois, face au problème, il y a plusieurs manières de les voir, de les aborder, et considérer que les gens ne sont pas forcément coupables. Ils sont responsables, mais ils ne sont pas forcément coupables de Georgina Dufoy vient de Ben oui, mais effectivement, la responsabilité, évidemment, quelqu'un qui n'offre pas des bonnes conditions, ou soit de sécurité, soit de confort, ou etc., il est responsable. Est-ce qu'il est coupable de ça, et est-ce que il n'y a pas moyen de l'amener à faire autrement? C'est ça que l'interprofession peut être utile, parce que clairement, moi j'en connais beaucoup des directeurs de théâtre maintenant, et j'en ai fréquenté beaucoup en étant coprésident de la FTIA, sans être de mauvaise volonté, sans avoir de mauvaises pensées, eh bien il y a des endroits où certains n'ont pas forcément conscience de ce qui serait nécessaire, et c'est là où quand on est, comment dirais-je, dans une logique corporatiste qui dialogue, compagnie et théâtre, alors on peut comprendre la réalité
des uns et des autres, et du coup arriver à trouver des solutions qui permettent de faire progresser les gens. Et cette histoire de label, puisque c'est ça sur lequel on travaille, il va dans ce sens-là, c'est-à-dire que c'est de comment est-ce qu'on va définir un standard pour les théâtres, en tout cas de qualité d'accueil et de bonnes pratiques professionnelles, qui va donner envie, plutôt que d'être vécu comme une contrainte et comme quelque chose qui va. Mais pour ça, il faut effectivement que y ait des moyens qui soient assortis pour accompagner cette progression. Et là, on est dans un vrai projet politique qui, de notre point de vue, doit intéresser la puissance publique si elle veut qu'il y ait effectivement une amélioration de la professionnalisation du Festival Off d'Avignon. Merci beaucoup, Harold David. Merci. Merci d'être venu sur ce plateau. Alors, la dernière question que je pose à tous mes invités, c'est un coup de cœur artistique récent que vous avez vu. Alors, soit à Avignon, mais ça peut être aussi, on peut aussi changer d'univers et que vous avez envie de partager. On pourra le voir à Avignon cet été, puisque, en l'occurrence, mon coup de cœur va se jouer au Théâtre des Halles chez Alain Timard, puisqu'il s'agit d'un spectacle que j'ai accueilli avec une autre casquette professionnelle ce printemps, qui s'appelle L'Occupation, avec Romane Boringer, sur un texte d'Annie Ernaux et mis en scène par Pierre Pradinas, et qui est juste un bijou d'intelligence à la fois théâtrale, mais évidemment d'écriture, parce que l'écriture d'Annie Ernaux est juste merveilleuse, et surtout elle est merveilleusement portée par cette comédienne. Alors, je me permets de raconter brièvement l'anecdote, mais c'est-à-dire que ma rencontre avec le théâtre, le vrai théâtre, ce que j'ai compris comme étant le théâtre, c'est faite grâce à Romane Boringer, en fait, et un peu plus qu'elle, grâce à Peter Brook, parce que quand j'étais lycéen... C'est quand même des grandes références. Ouais, c'est des grandes références, mais qui m'étaient totalement inconnues quand j'étais lycéen, parce que je viens pas du tout d'un milieu où on allait au théâtre, et encore moins voir ce type de théâtre-là. Et j'avais un prof de français, souvent à l'école, qui ouvre les horizons, qui nous emmenait voir des spectacles à Paris. Un jour, il nous a emmené voir La Tempête, montée par Peter Brook, donc au Théâtre des Bouffes du Nord, dans lequel Romane Boringer faisait son premier rôle, où elle jouait Miranda, la fille de Prospero. Et là, tout d'un coup, j'ai eu à la fois l'éblouissement d'une comédienne que je découvrais, qui avait mon âge en plus, puisqu'on a exactement le même âge, et puis qu'il y avait un autre théâtre que le théâtre de boulevard que je voyais à la télé, ou les représentations de Shakespeare par la Royal Shakespeare Company qui passaient sur la 3. Voilà. Enfin, c'est pour les gens de ma génération, ça doit rappeler quelques souvenirs. Voilà. Et du coup, ça a été accueillir Romane dans ce cadre-là, avec ce projet-là en particulier, ça a été du coup une manière de boucler la boucle, et puis surtout c'est un spectacle brillant, intelligent, et c'est rare de voir une comédienne porter avec autant de précision la langue d'une autrice comme Annie Ernaux, qui n'est pas une langue théâtrale, puisque à la base c'est une sorte de court récit, l'Occupation, qui raconte l'histoire d'une femme jalouse, qui a quitté l'homme qu'elle aimait, mais qui s'en mord les doigts parce qu'il y a tout d'un coup l'autre, la rivale qui est rentrée dans le périmètre, qui occupe la place justement, et qui fait que ça va devenir une espèce de rapport complètement obsessionnel. Mais elle fait ça avec beaucoup pas du tout de pathos, mais beaucoup de drôlerie, de clownerie presque. La mise en scène de Pierre Pradinas. Merci beaucoup au Théâtre des Halles. Et il se trouve qu'en parallèle de nos émissions Parole à l'œuvre, nous avons un feuilleton théâtre qui raconte la vie des théâtres à Avignon tout au long de ces 4 semaines, et notamment avec le Théâtre des Halles, qui est l'un des 2 théâtres que nous avons choisis pour ce premier feuilleton d'été de festival. Super. Même si des festivals d'événements culturels, pour reprendre vos mots, et qui sont plus justes. Merci encore d'être venu sur ce plateau. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à venir nous voir si vous êtes à Avignon, puisque nous y sommes aussi. Donc nous vous rencontrerons avec plaisir. Soutenez-nous, abonnez-vous. On vit grâce à vous. Merci à vous.